Allez, 19h05. Donc bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. On est très heureux ce soir de recevoir Valentin Salcedo. Bonsoir Valentin. Valentin est fondateur et partenaire de la boutique Ilium Partners. J'en dis pas beaucoup plus parce que tu vas pouvoir te présenter et parler de ton parcours de manière plus longue après. Moi, je veux juste rapidement reparler de Training You. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Training You a été une startup fondée par Yongtier et moi en 2019. Donc, ça fait 2 ans et demi maintenant. On est deux anciens banquiers d'affaires. On a chacun travaillé à peu près 2 ans chez Lazare, dans l'équipe TMT à Paris. Et puis, suite à ça, on a lancé Training You qui a deux missions. La première, c'est vous aider à préparer vos entretiens en M&A et dans d'autres métiers en corporate finance. Et la seconde mission, c'est vous former un peu aux compétences opérationnelles, aux outils pratiques, aux bases de données qui sont utilisées en poste et qui sont assez peu acquises ou apprises dans les cours de l'école. Donc, si tu peux mettre peut-être dans le chat vite fait le site Training You, comme ça les étudiants pourront y aller. Et on aide aussi quelques boutiques à recruter leurs stagiaires. Valentin est à la recherche de stagiaires pour Ilium et on a l'immense plaisir de pouvoir dialoguer avec lui ce soir. Voilà, donc Valentin, je te remercie encore. Je te pose la première question. Est-ce que tu peux bien sûr te représenter et puis parler un petit peu de différentes étapes de ton parcours? Oui, alors je vais essayer d'être le plus succinct possible. Donc rapidement, moi j'ai pas fait un parcours classique pour arriver jusqu'en finance. J'ai commencé ma vie professionnelle sous les drapeaux. J'ai fait ce qu'on appelle une école spéciale militaire. Et après, j'étais officier dans la marine française. Quand je suis revenu dans la vie civile, j'ai monté une société de conseil sur cette thématique d'aerospace defense. Qui a été ma première expérience entrepreneuriale qui s'est bien passée parce que je l'ai vendue à une beaucoup plus grosse société de conseil quelques années plus tard. Je suis reparti à l'école de commerce pour le coup parce que j'avais un peu des lacunes, je le voyais. En parallèle, j'ai monté une société d'import-export de pierres précieuses pour l'anecdote qui a bien marché jusqu'à la crise de 2008. Voilà, et je montais une nouvelle société et je rencontrais donc beaucoup de family office qui avaient été ou qui étaient destinés à devenir mes actionnaires. Et finalement, il y en a un qui m'a dit, écoute, nous, on voudrait te recruter pour t'occuper du private equity au sens large, c'est-à-dire de tout ce qui était non coté. Parce que ça veut un peu tout et rien dire maintenant, private equity. Donc voilà, c'était tous les investissements non cotés du family office qui était celui d'une grande et célèbre famille française. Donc je m'en suis occupé un moment. Après, je m'en suis occupé pour eux et pour un multi-family office, donc qui traite plusieurs familles pour le coup. Et j'ai fait pareil du non-côté et aussi pour l'anecdote de l'immobilier, secteur toujours un peu Far West. Voilà. Et donc, je pensais faire ça 2 ou 3 ans, j'en ai fait plutôt 7. J'ai fait beaucoup d'investissements. Alors, c'est le charme du family office, on fait un peu ce qu'on veut, honnêtement. Donc, j'ai fait des investissements dans beaucoup de choses, des co-invest avec beaucoup de fonds de venture, des choses. Enfin, voilà, j'ai fait les pressings Sequoia, par exemple, je pense que vous croisez, des choses comme ça. Voilà, la comptabilité carbone. Enfin, comme on n'a pas de comité d'investissement stricto sensu en family office, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, ça m'a permis de faire des choses intéressantes, des compagnies de jets privés, que sais-je. Voilà. Donc, j'ai développé mes compétences pour le coup d'investisseur dans ce cadre-là, plutôt que d'entrepreneur. Et après, je me suis dit que j'allais mélanger les deux. J'ai monté une société qui fait toujours des due diligence, du transaction services pour les fonds de venture et les family office, donc sans surprise. Après, à laquelle j'ai rajouté une banque d'affaires et à laquelle j'ai rajouté ensuite une branche investissement. Voilà, enfin, le parcours classique d'un développement d'une société de services financiers. Là, j'ai séparé il y a 2 ans de ça maintenant le transaction services qui a été cédé à quelqu'un et j'ai gardé la banque d'affaires et la branche investissement que je suis en train d'étoffer. Voilà, donc on a 2 activités chez Liam Partners, c'est le M&A sur des thématiques technologiques, sur des boîtes technologiques. Alors je pense que vous connaissez d'autres banques du secteur que je n'aimerais pas évidemment, mais voilà, mais en tout cas, on traite. Alors j'aime pas le terme parce que startup, ça veut un peu tout et rien dire. Pareil, c'est un peu galvaudé, mais
On traite des sociétés soit qui développent des technologies, soit qui utilisent la technologie pour une innovation, une disruption. Voilà. Enfin, pour les problématiques et les sociétés de venture capital. Alors, on les traite en M&A, alors, évidemment pour les levées de fonds, mais plutôt des grosses. On ne fait pas de levée de fonds à 500 000, 1 million d'euros. Voilà, c'est pas notre positionnement, sauf cas exceptionnel. Et puis, on traite surtout des transactions en M&A classiques, je dirais. Alors, au début, on faisait beaucoup de sell-side, qui, je pense, est ce qu'il y a de plus amusant en M&A, honnêtement, et beaucoup de transactions avec les États-Unis. Et maintenant, on commence à avoir des mandats buy-side de recherche de cibles, pareil, pour de la croissance. Voilà, donc enfin, du M&A assez classique avec une différence, c'est que on a une forte composante juridique. Moi, j'ai un diplôme de l'Université catholique de Lille en droit des affaires aussi, et je fais en sorte que nos prestations soient packagées, mélangées, appelez ça comme vous voulez, avec des avocats d'affaires parisiens. Et je pense que c'est un peu l'avenir du secteur. Je pense que les clients seront de moins en moins d'accord pour payer des services qui sont proches et rechercheront cette offre conjointe. Donc, on co-traite avec des cabinets d'avocats d'affaires parisiens. On a un partenaire qui est un avocat d'affaires parisien réputé. Et voilà. Donc, et ça veut dire que les stagiaires chez nous, parce que c'est ce qui intéresse, je pense, les auditeurs du webinaire, vous traitez pas mal de problématiques juridiques. On ne vous demande pas d'être avocat ni juriste, au contraire, puisqu'on vous demande d'apporter un point de vue business sur des choses qui sont faites par les avocats. Mais en tout cas, on attend vous de traiter des problématiques assez vastes, puisqu'on traite nous toute la problématique de la transaction. Voilà en synthèse ce qu'on fait. Et voilà, on a l'expérience d'avoir des stagiaires. Jusqu'à récemment, on les recrutait un peu à la bonne franquette par réseau. J'ai découvert TrainingView, je trouvais ça très bien. Et donc voilà, je suis passé à un mode de recrutement beaucoup plus structuré. Et ce qui me permet d'ailleurs justement d'avoir accès à ce webinaire et de toucher un public plus vaste, comme on dit. Voilà. Ah, super, merci Valentin. On va revenir sur le process de recrutement de Helium Partners un peu plus tard. J'ai une question sur l'activité d'Helium Partners. Tu as dit que tu étais en train de développer une activité investissement à côté de l'activité classique M&A. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, alors notre première activité d'investissement qu'on fait plus ou très peu, c'était de faire de l'investissement direct, c'est de faire du venture en fait. Classique. On en a fait, on a des parts dans certaines boîtes, mais c'est compliqué de gérer du M&A et du venture direct. C'est beaucoup de volume de travail, de rencontres avec des boîtes, etc. Et donc, j'ai fait passer la formule d'investissement à un format de fonds, c'est-à-dire en fait, on investit dans des fonds il y a à peu près un peu plus d'un an. On a maintenant des participations dans beaucoup de fonds parisiens. Je dis parisiens parce que malheureusement, le venture en France est encore très parisien. Voilà. Et puis, on est en train d'ouvrir un fonds dédié à l'Espagne. Je suis en train de signer les papiers là, donc c'est bientôt mis en place. Voilà. Donc, on a vocation à avoir des parts dans des fonds espagnols très bientôt, je pense d'ici la rentrée de septembre. Voilà, en tout cas, d'entamer les diligences sur les fonds d'ici la rentrée de septembre. Et on est en train. Alors, on a travaillé, on a conseillé des family office sur l'entrée dans des fonds de private equity américains où j'ai des relais parce que j'ai fait une école là-bas. Et on est en train, pareil, de monter un véhicule dédié au marché américain pour investir dans des fonds de venture qui parfois ont des tickets qui sont minimum, qui sont tellement élevés qu'ils sont inaccessibles en direct ou qui demandent qu'on ne monte pas de blanche. Et voilà, donc auquel on a accès. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de structurer. C'est quand même plus du capital risque VC que des fonds de PI sur du Ouais, capital dev. on est vraiment une maison avec une culture d'ici. Enfin, le DLBO, etc., on n'en fait pas. Vraiment pas du tout. Et on ne fait pas du private equity à 550 millions, je ne sais pas quoi. Enfin, avec un bémol, parce qu'on avait travaillé sur des libéraux. Mais en dehors de ça, voilà, on traite
vraiment exclusivement des choses qui relèvent du VC, enfin du cap dev au early stage, mais vraiment du VC. Bon, si vous venez chez nous, pour être clair, vous ne ferez pas de LBO, vous ne ferez pas de modèle de dette, vous ne ferez pas un machin. C'est pas du tout dans nos compétences. Alors, les stagiaires chez Liam Partners, ils travaillent à la fois sur l'activité M&A et sur l'activité investissement en fonds de fonds. Ah, Ou absolument. comment se répartissent les missions? Ils travaillent sur les deux. Alors, sur le fond de fond, en soi, on fait faire du fond de fond, il ne faut pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus voilà, flamboyant là, dans la finance, mais par contre, enfin, en tout cas de plus excitant, mais par contre, il y a un travail intéressant, c'est que nous, on source des deals pour les fonds qu'on a en portefeuille, forcément. Voilà, on fait un travail de sourcing pour les fonds. Et pour nous, ça peut être nos clients aussi. Enfin bref, on cherche des boîtes. Donc, ça vous fait faire du venture avec une différence, c'est que vous travaillez avec les chargés d'affaires des fonds dans lesquels on a des participations pour leur sourcer des choses. Voilà, en substance. Donc, ça fait voir, je pense, un peu plus de volume, mais ça ne fait pas aller tout à fait au bout du processus d'investissement. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, ça reste quand même une expérience venture, mais il y a la particularité du fonds de fonds et de la ventilation avec les fonds. Et puis, idéalement, si vous êtes en stage chez nous, au moment où on fait un investissement dans un fonds, vous ferez vraiment des diligences sur des fonds, des audits des documents juridiques, des audits de portefeuille existants. Voilà. Donc, on va dire que c'est l'étage au-dessus du venture. Voilà, c'est des revues de portefeuille en substance. Et ce qui n'est pas inintéressant du tout. Voilà. Donc, et qui est une compétence d'ailleurs, à mon avis, assez rare finalement et qui se revend assez bien si vous ne faites pas toute votre vie chez nous. Voilà, c'est une bonne compétence, je pense, la capacité à auditer un fonds. Ouais. Ok, donc ça, c'est sur la branche investissement. Et puis sur la partie M&A, donc comme tu as dit, hein, tu interviens plus sur des sociétés tech en croissance. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de deals récents ou d'entreprises que tu aurais conseillées dans les Alors, dernières années ou mois? récemment, qui sont dans la presse parce qu'ils ne sont pas toujours, Ah, ouais. mais pour ceux qui Donc tu sont. peux parler, ouais. Non, mais il y en a trois ou quatre qui sont facilement identifiables. On a vendu Lilo, qui est une société qui fait du sous-titrage plus ou moins automatisé et du doublage aussi. En fait, quand vous regardez Netflix, la plupart du temps, ils ont fait le sous-titrage, en tout cas Netflix France, très certainement, ils ont fait le sous-titrage, qu'on a vendu à des Américains il y a quelques mois de ça. On a vendu Via Report, qui est une société que vous connaissez certainement pas, qui fait des logiciels comptables, qu'on a vendu à un fonds d'investissement américain, enfin une boîte en portefeuille d'un fonds d'investissement américain. On a vendu Syslab, qui est une société de conseil qui développe un peu éditeur de logiciels aussi. On a vendu à Synovance, qui est une grosse société de conseil en IT. Voilà, des deals un peu saillants. Il y a ça, on a fait je crois que c'est ceux qui sont les plus publiés dans la presse. Enfin, c'est ceux qui sont les plus facilement identifiables. Alors, les montants sont secrets, mais globalement, de toute façon, on fait des deals de venture. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur les transactions technologiques sur les boîtes françaises, etc., licorne, blablabla. Réellement, quand même, la plupart des transactions, elles sont dans les eaux d'entre 20 et 50 millions sur les boîtes tech françaises. Ok. Voilà. Donc, c'est notre zone de travail. Hein. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'équipe? Avec qui tu travailles? C'est quoi la répartition entre les seniors, les juniors? Euh, Est un peu en train de se restructurer. Le site n'est pas exhaustif à ce niveau-là. Parce que j'ai des collaborateurs qui sont partis dans le Transaction Services, mais globalement, il y a un mandataire social, donc moi, qui dirige la société. Il y a un partenaire santé dédié, Jérôme Martinez, qui est quelqu'un qui est très connu dans ce secteur, qui s'occupe des dossiers santé, parce qu'on fait pas mal de medtech. Alors, on ne fait pas de biotech, parce que c'est très particulier, mais on fait pas mal de medtech, matériel médical, etc. C'est un secteur, enfin, c'est très vaste comme secteur, évidemment, mais c'est vraiment des transactions qui sont intéressantes, qui sont volumineuses, qui sont techniques au niveau du droit, de la finance, etc. Parce que c'est des boîtes qui souvent prennent des années avant de gagner 1 euro. Donc voilà. Mais voilà. Donc c'est un secteur qu'on traite. Moi, je traite rarement directement parce que j'ai pas les compétences pour. Mais ceux qui travaillent sur ces dossiers-là, c'est avec Jérôme Martinez, qui, je pense, est quelqu'un avec qui on peut beaucoup apprendre. Pour manager, on va dire, l'exécution
en banque d'affaires plus grosse, Guillaume, je ne me trompe pas, on appelle ça un vice-président. On a Paul Herbert, qui est quelqu'un qui vient de la Silicon Valley, qui a fait pas mal de conseils là-bas et de M&A, et qui nous a rejoint comme sous ce statut-là, donc je sais pas, de middle manager, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà, qui s'occupe de gérer les équipes. Et en dessous, on a un ou deux temps plein qui vont pas tarder à arriver. Pour le reste, on avait des stagiaires. Voilà. Et pour le juridique, on a Laurent Marville, qui est un avocat et qui s'occupe du juridique chez nous, avec ou sans son cabinet selon les besoins. Voilà, substance. Ça marche. Alors, du coup, tu as parlé des stagiaires, on va en parler, ça intéresse beaucoup des étudiants qui sont sur ce webinaire. D'abord, quelles sont les missions des stagiaires chez Helium Partners et qu'est-ce que toi, tu attends de tes stagiaires? Alors, les missions, il y a du marrant et du moins marrant, comme tous les stages. Il y a effectivement il y a la production documentaire, ça fait partie du M&A. Il y a la production de tableaux Excel, enfin de modélisation financière, pardon, pour laquelle TrainingView vous a normalement préparé. Mais en sachant quand même qu'on reste dans le venture, on reste dans des transactions qui sont au niveau, enfin si vous êtes des magiciens du tableau Excel, c'est pas forcément les plus techniques. Au niveau finance, pour maîtriser les choses. Mais de temps en temps, on a des missions de fair value, d'évaluation d'entreprise, où effectivement, il faut faire des modélisations complexes, etc. Mais voilà. Mais l'essentiel du temps, ça reste des transactions venture, donc la modélisation financière est un peu moins importante que vous pourrez avoir sur un truc M&A classique. Donc c'est propre à ces étapes de vie des sociétés où elles ont plus, on va dire, d'avenir que de passé. Et donc, forcément, bon, on modélise un business plan, on modélise des modèles de fusion parfois, etc. Mais c'est surtout des transactions qui sont très stratégiques sur lesquelles on travaille, au sens où c'est des briques technologiques qui sont rajoutées par des plus grosses sociétés. Et donc, on peut se dire, oui, selon mes cours de finance, la boîte, elle vaut rien, mais pour l'acheteur, elle vaut 50 millions. Parce qu'il y a une technologie dedans qui lui convient. Et ce n'est pas des problématiques qu'on croise, ou ce n'est pas des approches qu'on croise sur des grosses sociétés installées et qui sont valorisées en DCF, en multiples. On fait des DCS et des multiples, on fait de la modélisation chez nous, mais c'est vrai que les critères de valorisation sont assez différents parce qu'on achète souvent, quand on vend la boîte, nos acheteurs sont souvent des gens qui cherchent des technologies, encore une fois. Donc, le jeu, c'est de deviner combien ils sont prêts à payer pour cette technologie. En fait. Voilà. Ça marche. Super clair. Bon, je rebondis sur ce que tu as dit, hein, bien sûr, sur la plateforme TrainingView, vous pouvez retrouver un cours d'Excel et un cours de PowerPoint pour vous former et vous préparer à bien performer en stage. Alors, pour les missions super claires, Valentin, pour le process de recrutement, qu'est-ce que tu valorises et comment ça va se passer et pour quand tu recherches déjà des stagiaires? Alors, comme beaucoup de sociétés, le Covid, ça a un peu bouleversé nos plans de recrutement, hein, soyons clairs, c'était compliqué. On a même dû déménager parce que visiblement, notre immeuble n'était plus aux normes. Voilà, on est dans un hôtel particulier, on avait un étage d'un hôtel particulier, mais ça peut virer. Ça ventilait pas assez, je sais pas. Voilà, mais alors, à ce sujet d'ailleurs, juste pour préciser, on a deux bureaux de localisation. La première qui est dans le quartier latin, à Cardinal Lemoine, et la deuxième qu'on loue à des avocats dans le 16e, avenue Kléber. En substance, le front office, il est avenue Kléber. Donc, vous pourrez jouer à Gordon Gekko dans Wall Street, venir avec des costumes bien coupés, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, les bureaux qu'on a pris dans le 5e, c'est le middle back office, c'est pour travailler entre nous en équipe, etc. Et donc, l'ambiance est volontairement beaucoup plus détendue au niveau vestimentaire et autres. Voilà. Donc, ça permet quand même de ne pas passer sa vie en costume et d'avoir un cadre de travail un petit peu moins guindé quand il n'est pas nécessaire qu'il soit guindé, bien sûr. Et au niveau du processus de recrutement, c'est un peu des facilités, ce que je veux dire, ou des poncifs, mais on cherche quelqu'un avec qui on a envie de travailler, parce qu'on va se voir beaucoup. Alors, il y aura peut-être un peu de télétravail, parce que je pense qu'on va se taper une 4e ou 5e vague, mais en attendant, on cherche des gens avec qui on a envie de travailler. Honnêtement, si vous êtes antipathique et que vous faites la gueule toute la journée, c'est pas la peine. Hein. Même si vous avez fait les secs avec mention, ça ne nous intéresse pas. Il faut quelqu'un qui soit intéressé, je pense, au venture capital, qui est une branche
quand même particulière de la finance. Alors, elle est un peu plus à la mode maintenant, mais si vous voulez vraiment faire du private equity chez Ardian, etc., je ne pense pas qu'on soit le bon tremplin. Je ne pense pas que vous allez être heureux. Je pense que chez nous, si vous voulez faire du venture après ou monter une entreprise après, parce qu'il y a aussi quelque chose sur lequel j'attire votre attention, comme on dit, c'est quand même que vous êtes dans un cadre entrepreneurial avec nous et ça permet d'apprendre non seulement la finance, mais aussi l'entrepreneuriat, aussi bien en tant qu'investisseur que vous verrez un peu ce qui se passe avec nos actionnaires, nos machins. Vous voyez, un peu le fonctionnement d'une société, une jeune société dans les services financiers. Voilà. Parce que il y a peu d'entrepreneurs en finance. Je sais pas si ça vient des profils ou autre. Enfin, voilà, c'est pas un truc qui se fait beaucoup. C'est un peu dommage. Donc voilà. Donc c'est aussi, ça permet de voir un peu l'entrepreneuriat de l'intérieur. Voilà, d'aller chez nous. Mais au niveau, pour revenir au process, effectivement, on cherche des gens sympathiques, on cherche des gens qui parlent vraiment anglais. J'insiste là-dessus, c'est quelque chose qu'on vérifie, simplement parce que les documents qu'on traite sont en anglais. Nos interlocuteurs, quand on vend des Américains, sans surprise, ils parlent anglais. Il faut revoir des documents qui font 30-40 pages en anglais. Il faut produire des documents en anglais. Et bon, il faut vraiment que ce soit de l'anglais voilà, professionnel, rigoureux et comprendre les subtilités. Bon, c'est pas une langue très contextuelle, mais en tout cas, voilà. Si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, vraiment bon niveau d'anglais, je veux dire, perdez pas votre temps parce qu'on s'en rendra compte. Voilà. Donc, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Pour nous, c'est un must-have, pour faire de l'anglais justement. Et puis, deuxième chose, l'espagnol, c'est très bienvenu, puisque comme je vous ai dit, on va développer des activités en Espagne, on est en train de développer des activités en Espagne, c'est bienvenu, mais c'est pas essentiel. Voilà. Parce que pareil, enfin, moi, c'est mon autre langue maternelle, mais on échange avec les gens en Espagne en anglais la plupart du temps, de toute façon. Donc, voilà. Enfin, c'est bienvenu. Je sens une question arriver dans le Q&A. Est-ce qu'on ira à Barcelone ou à Madrid si on est stagiaire? La réponse est oui, probablement. Voilà. Je préfère pas m'engager par écrit, donc par oral. Voilà. Mais c'est ce qu'on cherche. Honnêtement, les compétences techniques, je pense qu'en passant par Training, vous les avez normalement. Et je pense que c'est une bonne chose parce que nous, on est une boutique et on peut pas fournir une prestation de formation et d'onboarding à des jeunes qui sortent d'école et c'est dommage. Bon, maintenant, grâce à Guillaume, on peut le faire. C'est très bien. Et voilà. Et cela dit, je comprends l'importance de la formation. Donc, on vous forme pendant que vous êtes là. On sait que vous partirez un jour, mais peu importe. Donc, chez nous, on ne ferait pas que des PowerPoint. Je fais venir des anciens officiers de force spéciale, ou que sais-je, voilà, pour vous parler de choses et d'autres. Enfin, j'essaie de vous aider à vous développer, de vous exposer à des deals sur toutes les étapes, même celles qui ne vous concerneraient pas directement. Voilà. Enfin, je suis conscient de l'importance du premier emploi ou des premiers stages quand on est en fin de scolarité et j'essaie de faire en sorte justement que vous appreniez des choses. On vous emmène chez les avocats, vous travaillez avec des grands cabinets d'avocats, etc. Vraiment, genre vous allez aux réunions, vous donnez votre avis. Voilà. Donc, j'étais il y a longtemps, j'étais prof en ESC, donc voilà, je suis sensible à la formation. Voilà. Donc, on essaie tant que faire se peut pour une boutique non seulement de vous faire bosser, mais aussi de vous former pour votre carrière sur le long terme, en espérant que vous nous remercierez dans 10 ou 15 ans quand vous serez au sommet de la finance française. Voilà, Alors, je vois le temps qui passe, donc on va tout doucement passer aux questions des étudiants, mais avant ça, je fais juste le relais pour parler du process de recrutement et aussi du rôle de Training You dans ce process de recrutement. Si vous voulez postuler à l'offre de Valentin qui recherche des stagiaires pour septembre, c'est ça, hein, Valentin, vous pouvez le faire sur la plateforme de mise en relation entre candidats et boutique Training You. Donc, Youngtis, tu peux peut-être mettre le lien sur le chat. Et il faut juste vous inscrire à cette plateforme si vous ne l'avez pas encore fait. Une fois que vous êtes inscrit, alors bien sûr, c'est gratuit hein, pour vous. Donc, vous vous inscrivez. Vous pouvez ensuite postuler directement sur l'espace Liam Partners.
Et bien sûr, il y a déjà des candidats qui ont postulé chez toi, Valentin. Et ensuite, bien sûr, nous, on va un petit peu sourcer, screener vos candidatures. Pour qualifier votre candidature, ce serait bien si vous pouviez aussi faire les quelques tests qu'on vous demande de faire sur la plateforme. Il y a un test technique, il y a un petit test d'anglais, justement, aussi pour prolonger ce que disait Valentin, et il y a quelques higher view. Nous, ça va nous permettre de faire une premier screening qui répond aux critères de Valentin, et on va ensuite continuer le process avec certains étudiants. Voilà, donc le message est passé, donc il y a 3 étapes: s'inscrire à la plateforme, deuxièmement, postuler sur l'espace Ilium Partners, et troisièmement, faire les tests pour qualifier votre profil. Voilà. Et ensuite, vous serez rappelé pour les prochaines étapes. Voilà. Donc, peut-être passons au Q&A des étudiants, Valentin. On a déjà quelques questions, donc je vais te poser la première. Bonjour Valentin, Guillaume. Quel est le revenu driver principal chez Ilium Partners? Revenu driver, ça c'est bien, ça c'est à l'école de commerce. C'est essentiellement le M&A, ouais. Le M&A, sell side. Ça marche. Deuxième question, alors on en a déjà un peu parlé. Quel est le profil recherché pour le stage? Je pense qu'on va passer puisque Valentin a déjà évoqué cette question. Troisième question. Bonsoir, seriez-vous intéressé par des étudiants d'école d'ingénieurs du type central pour des stages de fin d'études, et quelles sont les expériences préalables exigées? Alors, école d'ingénieur, oui, évidemment, surtout de type central. En sachant effectivement, comme j'avais dit, on aime bien les gens sympas, ouverts, souriants, etc. Donc, les ingénieurs, c'est pas 100% garanti, mais globalement, j'ai fait une école d'ingénieur aussi au départ, je peux le dire. Mais effectivement, oui, non, plus sérieusement, les profils d'école d'ingénieur, ça nous intéresse beaucoup. Je sais que c'est structuré, que ça apprend vite, avec grand plaisir pour les ingénieurs, et d'autant plus sur les aspects de venture capital pour revoir certains dossiers. Il y a des compétences purement d'ingénierie, en tout cas technologiques, qui sont de compréhension de technologies qui sont nécessaires ou bienvenues. Donc oui, définitivement, les ingénieurs venaient, particulièrement pour faire du venture. Ouais. Ça marche. Donc, si vous êtes en école d'ingénieur, allez-y, vous pouvez postuler chez Valentin. Autre question, alors je les prends une par une. Comment peut-on postuler pour un stage chez vous? J'en ai parlé. Yongti a mis le lien dans le chat, donc vous pouvez vous inscrire et postuler directement sur la page Ilium Partners. Ensuite, prenez-vous des stagiaires en mars-avril? Je ne crois pas, Valentin. Là, on est déjà en mai, donc je pense que non. Avec la bonne volonté du monde, je crois que tu peux rien faire. Mais je vois une question aussi qui arrive de William. Si on prend des stagiaires pour juillet, je suis en train d'y réfléchir. Parce que je comprends que les calendriers scolaires, enfin universitaires, ont été décalés, et je reçois des candidatures parfois, genre de juillet à septembre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il y a un truc, c'est que on est en vacances aussi, comme tout le monde, à des moments. J'ai déjà eu des stagiaires en juillet-août. Enfin, ça, c'était sympa, j'ai payé août, mais faut qu'on ait quelque chose à faire. Alors, en juillet, il y a encore des choses à faire. En août, il n'y a plus rien, quoi. Donc, ça vous fait un mois de stage qui est bidon, quoi. Enfin, il y a vraiment rien à faire. Si envoyer une lettre au comptable de temps en temps si vous voulez vous occuper, mais ça va pas plus loin. Donc voilà. Et même septembre, c'est plus long que ça en a l'air. Il y a quand même un aspect reprise. Donc pourquoi pas prendre? J'aurais besoin de quelqu'un en juillet ou de septembre. Je voudrais juste pas ouvrir un stage qui serait décevant pour quelqu'un. Et je pense que c'est une question que se posent tous les employeurs, mais c'est vrai que tout a été décalé et voilà. Je rebondis et je complète ce que tu dis, Valentin, sur la plateforme. Si vous êtes disponible à différentes dates, vous pouvez le mettre. Mettez pas que septembre dans ce cas-là, vous cochez aussi juillet ou peut-être après. Et comme ça, on saura un peu quelles sont vos périodes de dispo et on pourra vous rappeler en fonction de ça aussi. Autre question, Valentin. Donc, pouvez-vous rappeler une date de stage? On l'a fait, juillet potentiellement, mais plutôt septembre 2021. Quels sont les horaires habituels en stage chez vous? Si on n'a pas parlé de ça, Valentin, souvent les étudiants ont un peu peur du M&A, donc, et des horaires qui peuvent être longs parfois. Donc, est-ce que tu peux nous en parler et parler de l'équilibre de vie pro-perso qui intéresse les étudiants?
Alors, j'ai pas mal de questions qui m'arrivent sur le chat et pas sur le Q&A. Enfin, je Alors, sais ouais, il y a les deux. Donc, pas. on va essayer de prendre le maximum. Ouais. Pour les horaires de vie, honnêtement, c'est pas l'esclavage, hein, loin de là. Il y a des pointes de temps en temps dans les périodes de closing d'un deal ou des choses comme ça, où là, honnêtement, ça fait partie du métier. Faut être, pas forcément travailler, mais faut être disponible tout le temps. Voilà. Parce que il faut faire quelque chose pour la transaction. On la prend aux 11 heures du soir, faut que ce soit fait, quoi. Voilà. C'est comme ça, là, il n'y a pas de discussion. C'est aussi pour ça que ce secteur est exigeant. C'est que faut être disponible, faut répondre à ça va vite. C'est les enjeux sont importants, très importants dans le M&A. Ça fait l'effet des sociétés, ça fait l'effet des carrières, des vies. Voilà, c'est un métier à enjeu. Et quand il y a des enjeux, ouais, faut être capable de bosser jusqu'à 2 heures du matin. Faut être capable de se faire réveiller à minuit pour qu'on vous dise qu'il faut faire un truc pour demain 8 heures. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien payé. C'est pas parce qu'on sait faire du Excel. Voilà. Donc oui, de temps en temps, il y a des moments intenses. On attend de vous d'être capable de tenir la route à ce moment-là, honnêtement. Voilà. Mais la plupart du temps, rassurez-vous, vous serez rentré chez vous pour regarder Netflix à 19 heures. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas spécialement excitant. Mais encore une fois, ça se durcit de temps en temps. Et si c'est pas dans votre tempérament, si c'est pas ce que vous attendez de la vie professionnelle, ce que j'entends très bien, venez pas non plus. Voilà. Parce que on vous fera pas de cadeau là-dessus, pour être franc. J'ai déjà remercié un stagiaire qui n'arrivait pas à suivre ce rythme-là, qui n'était pas monstrueux, hein, mais qui a considéré qu'à 19 heures c'était fini pour lui. On a interrompu son stage. Le fusion-acquisition, c'est pas ça. Enfin, les métiers exigeants, c'est pas ça. S'il y a 30 millions d'euros en jeu, les emplois, ce que vous voulez, voilà. Il faut être disponible. Merci Valentin, c'est super clair. On a deux questions intéressantes sur la partie un peu screening. La première, c'est est-ce que tu prends aussi des stagiaires d'écoles de commerce qui sont, entre guillemets, non cibles? Donc là, je traduis peut-être pour que tout le monde soit, enfin, que tout le monde ce soit clair pour tout le monde. Bon, ce qui soit en fait d'écoles en dehors du top 4, top 5, donc les deux, voilà, voilà, un peu plus loin dans le classement. Est-ce que c'est un critère discriminant pour toi? Alors, oui, on prend. On prend sans souci. Évidemment, bon, c'est comme ça, on donne une priorité à ceux qui sont un peu dans parisienne, Néoma, enfin, un peu le top classement, on va dire. Mais on regarde les autres profils, ouais, bien sûr. Ouais. Ça, on les exclut pas du tout. Pareil, le truc, c'est qu'il faut être bon en anglais et il faut être rigoureux, etc. Et voilà. Donc, si vous avez ça, je préfère quelqu'un Il n'y a pas de veto hors du top 10, quoi, ou du top 5. Non, non, il y a pas de veto, mais il faut démontrer des compétences clairement. Voilà. Faut dire, Ok. mais on regarde avec intérêt, hein. On n'est pas du tout dans la discrimination, mais c'est vrai qu'après, c'est un secteur qui est exigeant sur les diplômes. Traditionnellement, je ne sais pas à quel point c'est fondé ou pas, mais en tout cas, il l'est. Et il y a une réalité aussi à voir derrière pour nous, employeurs, c'est que le client l'est aussi. Et c'est quelque chose que nous, on doit gérer. C'est-à-dire que le client, c'est malheureux, mais souvent, il a fait une parisienne. En tout cas, il y a des chances qu'il en ait fait une. Et il attend, voilà, il paye cher. Et il attend d'avoir des gens qui considèrent, qui vont le conseiller sur quelque chose de crucial. Et des gens qui considèrent de qualité. Et parfois, aussi compétents qu'on soit, il y a des clients qui ne veulent pas de gens qui ne sont pas dans le top 5. Je ne sais pas si c'est très heureux ou quoi, mais il faut voir que ça vient du marché, que ça vient de la clientèle et pas forcément de l'employeur. Mais encore une fois, on regarde, il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter. Ok, super. Et la deuxième question sur le screening, c'est est-ce que une expérience préalable en M&A, est-ce qu'elle est obligatoire? Non. Et quelle expérience avant tu valorises au screening? Alors, évidemment, je valorise une expérience soit en M&A, soit en venture capital avant, sans surprise.
Après, je suis conscient qu'on recrute des stagiaires. Hein. On ne vous demande pas 5 ans d'expérience. Enfin, je sais qu'il y a des, des offres d'emploi déjà qui sont un peu comme ça, mais nous, c'est bon. Enfin, je suis conscient que l'essentiel des candidats n'a jamais fait de M&A, il n'y a pas de problème. Voilà. D'ailleurs, d'où l'intérêt de l'offre Training View, honnêtement. C'est qu'on arrive avec des candidats qui savent un peu en plus ce que c'est, voilà, et ce qui va leur être demandé. Donc, Ok, super. Alors, une question cette fois-ci qui est peut-être un peu confidentielle. Si tu veux pas y répondre, Valentin, il n'y a pas de problème, je pense. Quelqu'un demande quelle est la rémunération des stagiaires chez Liam Partners. attendez. Vous êtes bien payé. Vous êtes bien payé, vous êtes dans le haut du marché par rapport aux écoles. Enfin, j'ai jamais eu de plainte sur les salaires. Enfin, sur les, comment on dit, c'est une indemnité de stage. Super. Je regarde un peu les questions. Il y a des questions qui ont déjà été posées, donc je passe. Ouais, il y avait pas mal de questions sur les salaires, en fait. Ok. Valentin, une question pour un peu plus tard. Est-ce que tu vas prendre des stagiaires pour janvier 2022? Je pense que probablement, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas un dossier qui est ouvert. Voilà. Donc, il faudra, on fera peut-être un webinaire à l'automne pour en parler. Prenez-vous des alternants, CDD ou temps partiel? Question un peu. Une bonne question. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ok. Bon, je te pose la question, j'ai peut-être déjà un peu répondu. Les profils juridiques, est-ce qui t'intéresse? J'imagine que oui. Ah, profil double. Profil double, droit, école de commerce. Droit tout seul, non. Parce que, enfin, sauf si Guillaume me dit qu'il est capable de réussir les trucs de training view, mais globalement, les formations purement juridiques, il y a un tel problème avec les chiffres que je préfère éviter. Voilà. Alors, bah, du coup, pour celui qui a Je posé peux la être question, ouais. mais d'expérience, je travaille avec beaucoup d'avocats en plus et beaucoup de profils juridiques. C'est très bien d'avoir un profil juridique, mais s'il n'est pas mélangé à quelque chose, ça va pas m'intéresser parce que ça va être la courbe d'apprentissage va être trop compliquée sur le financier. Voilà. Ok. Donc, pour celui qui a posé la question, si vous avez un profil un peu juridique et vous voulez démontrer que vous savez un peu vous débrouiller avec les chiffres, inscrivez-vous, faites le test technique sur la plateforme TrainingView. Et ensuite, si vous avez effectivement bien performé, on verra ça avec vous. Et si vous voulez vous former en technique avant de faire les tests, on a beaucoup d'entraînements sur notre plateforme, donc n'hésitez pas. Et Yongtier, si tu peux mettre le petit code de réduction aussi sur la plateforme de MOOC qu'on donne aujourd'hui pour vous remercier de votre présence, qui est TY comme Training You-du-6 stage. N'hésitez pas. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous former et on pourra vous recommander auprès de Valentin, même si vous n'avez pas un profil financier. D'ailleurs, une question sur ça. Après des études en droit des affaires et droit fiscal et gestion de patrimoine, je suis actuellement en executive master en finance et IEJ, je ne connais pas, préparé CRFPA. Est-ce que mon profil peut vous intéresser pour un stage? Bon, voilà, c'est. Envoyer à Guillaume sur le papier, oui, oui. Voilà, envoyez, allez sur la plateforme et on verra. Ah tiens, une question intéressante. Comment se passe l'intégration des stagiaires chez Liam Partners? Migration, il y a un bureau avec 5 personnes, dont beaucoup qui se sont mis en télétravail suite au Covid, autres. Donc l'intégration, ça consiste à aller boire une bière, hein, honnêtement. Voilà. Plus sérieusement, on vous présente à tous les gens avec qui vous allez travailler, parce qu'il y a, enfin, c'est un travail d'équipe. Il faut que ça fonctionne entre les avocats avec lesquels on travaille, les fiscalistes avec lesquels on travaille, les auditeurs avec lesquels on travaille, etc. Donc, on vous présente tout l'écosystème, on vous présente en interne, évidemment. Et puis après, c'est parti, quoi. Voilà. Enfin, dites-vous bien que il y aura 2 stagiaires et vous serez l'essentiel du temps au bureau, vous serez 3 ou 4, quoi. Sauf si on coproduit avec les avocats, où là, vous pouvez retrouver en salle de réunion avec une dizaine de personnes en train de revoir 500 pages de documents, mais globalement, voilà, l'essentiel du temps, c'est quand même une ambiance peu nombreux et détendu. D'ailleurs, j'ai rien contre le télétravail, parce que évidemment la problématique s'est posée ces dernières années. Quand il n'y a pas de moment on va dire tendu,
pour être en télétravail, il n'y a pas de problème. Hein, Ça marche. Autre question, est-ce que tu prends des stagiaires pour une durée de 4 mois? Pas forcément 6 mois. c'est un peu bâtard, 4 mois, honnêtement. Je trouve que à 4 mois, il y a peu de chances que vous travaillez sur un deal dans son entièreté. Donc, pour nous, ça veut dire aussi qu'on abandonne quelqu'un qui travaille sur le deal. C'est pas génial au niveau opérationnel pour nous. Donc, 4 mois, je suis pas fan. À la limite, 3 sur une mission bien précise, euh, comme faire les documents pour un fonds qu'on est en train de créer ou des choses comme ça. Ouais. Je trouve que 4, finalement, c'est un peu bâtard. Enfin, pourquoi pas, mais je préfère 3, j'ai une mission court terme claire à donner. 6 mois, on peut travailler sur plusieurs dossiers au long cours. 4 mois, je sais pas trop quoi en faire. Voilà. Ok, très clair. Une autre question, donc maintenant je reprends la petite plateforme QNR. Tu l'as mentionné déjà, je crois, Valentin, mais on te demande combien de stagiaires tu recrutes par promo. Euh, alors, par promo, le terme est un peu fort. Ouais, par J'ai période, je sais pas, peut-être. ouais, j'ai eu pour idée d'en prendre 2 ou 3, voilà, à peu près. Euh, Selon un peu les CDI que j'aurais recrutés entre-temps, voilà. Mais 2 ou 3. D'ailleurs, c'est une bonne question aussi, Valentin. Ça, on te l'a pas posé. Et moi, te la pose. Est-ce qu'il y a des opportunités de conversion chez toi? Est-ce qu'un stagiaire qui est en fin d'études, qui vient en stage, est-ce que tu peux, enfin, tu peux le prendre en CDI derrière? Oui, oui, c'est l'idée. Super, super, super. Question intéressante, ouais, parce que tu as parlé aussi un peu de l'Espagne. Est-ce que tu proposes des stages à l'étranger? Non, 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 mais effectivement, on a un bureau qui va ouvrir à Barcelone en septembre avec un fonds d'investissement qui s'occupera du fonds d'investissement dédié à la péninsule ibérique et il y aura des opportunités d'y aller assez certainement, mais des stages à l'étranger, non. Ok. Euh, alors, une question sur quand on va débuter le process de recrutement. Donc, vous pouvez dès maintenant, c'est ouvert, hein, vous pouvez dès maintenant postuler chez Ilium Partners sur notre plateforme. On va attendre un petit peu les candidatures, vous faites les tests, vous qualifiez votre profil et nous, on va vous rappeler ensuite et faire le process, je pense, cet été à peu près. Voilà, juin, juillet, comme ça, il faut que ce soit bouclé, on va dire, avant le mois d'août, avant les vacances d'août. Voilà. Hop, je cherche d'autres questions. Juste une chose aussi, parce que on a reçu pas mal de candidatures sur la boîte mail de contact du site. C'est vraiment TrainingView qui s'occupe de notre process de recrutement, donc ça sert à rien de nous envoyer, enfin, leur forward des CV, mais il faut s'adresser à TrainingView directement, on vous répondra pas nous, voilà. C'est pas, Voilà. perdez pas votre temps, voilà. Donc, vous pouvez nous contacter directement et nous, ben, on vous renverra vers la plateforme. Il faut candidater sur notre plateforme et ensuite on vous rappellera. Et question aussi de Pierre, est-ce normal de ne pas avoir reçu de mail de confirmation après avoir postulé à l'Optilium? Ouais, vous postulez, vous faites les tests, on va vous rappeler ensuite une fois qu'on aura fait une première sélection. Donc voilà, mais on a bien pris en compte votre candidature. Une expérience préalable en conseil en management est-elle valorisée, Valentin? Euh, oui, 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 c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas le M&A, mais c'est intéressant. Ok, alors je vais chercher encore une ou deux questions, après on pourra clôturer, hein, pas prendre trop de temps à Valentin. Euh, je cherche quelques questions. Il y a pas mal de choses qu'on a déjà, enfin pas mal d'éléments qu'on a déjà donnés. Combien de deals en cours actuellement, tu en as parlé, ça Valentin, de tes deals? Euh, une expérience préalable en Big Four, Valentin, est-ce que c'est intéressant pour toi? Ouais, c'est intéressant. Ouais, définitivement. Voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour de pas mal de questions. Il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu d'érodites parce qu'on a déjà répondu. Donc, euh, voilà, Valentin, écoute, on te remercie encore une fois. Enfin, est-ce que tu as peut-être un mot de conclusion à donner aux étudiants avant de clôturer Euh, le webinaire?
c'est juste, enfin, je pense que c'est propre au secteur, mais on reçoit assez peu de candidatures féminines. Euh, c'est dommage, faut pas hésiter à postuler. Hein, c'est pas fermé, c'est pas fermé aux candidatures féminines du tout. Voilà. Donc, parce que je crois qu'on est à 9 sur 10 masculines. Voilà, c'est voilà. C'est peut-être un Ouais, peu. Ouais. c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet de la banque d'affaires en ce moment. Et c'est vrai que, ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous, voilà, les filles, à postuler pour ce secteur et en particulier chez Young Partners. Merci Valentin, encore une fois, d'avoir répondu présent, d'avoir participé à cette session, d'avoir parlé d'Elion Partners. Euh, Merci à vous d'avoir suivi la session. On espère que vous avez trouvé ça super intéressant, que vous avez postulé chez Valentin. Et bien sûr, si vous avez des questions sur le process de recrutement, n'hésitez pas à nous écrire à Yongti et moi sur nos adresses mail. Elles sont disponibles sur le site ou à l'adresse contact de Training You. N'hésitez pas et on répondra bien sûr à toutes vos questions. Bonsoir à tous. Merci, merci à tous. Bonne soirée.